Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de Écris-moi l'histoire, la chronique dédiée à l'écriture historique. Aujourd'hui, nous retrouvons Gaïda Mendoza, auteur d'un roman historico-fantastique édité aux éditions Gloriana. Pour cette première interview, j'ai décidé de m'intéresser au sujet comment mêler fiction et histoire. Je vous laisse à la vidéo, on se retrouve à la fin. Bon visionnage! Bonjour Gaïda. Pour commencer, pourrais-tu nous parler un peu de toi et de ton parcours en tant qu'auteur? Je m'appelle Gaïda Mendoza et j'ai publié un roman chez Gloriana Éditions. Il est sorti le 10 février 2020, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur la suite. Il y a un petit spin-off 19 ans à peu près plus tard sur les personnes qui sont venues après, pour pas trop spoiler parce que sinon c'est un peu compliqué. En ce moment, je suis en train de m'atteler aux corrections là-dessus, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc j'attends que l'année scolaire se termine pour pouvoir reprendre tout bien et l'esprit tranquille. Mais j'ai décidé de publier ce spin-off en auto-édition. J'avais envie de tenter en fait l'auto-édition parce que moi, j'ai commencé sur Wattpad, donc je sais que beaucoup de gens ont cet a priori que si on publie et qu'après on part en auto-édition ou qu'on part directement en auto-édition, c'est tout simplement parce qu'on a reçu que des refus de la part de ME ou que ça s'est pas bien passé ou ce genre de choses. Donc, c'est toujours des a priori négatifs. Et en étant sur Bookstar pour faire la promo de mon roman, j'ai découvert beaucoup d'auteurs en AE qui en fait étaient vraiment très bons, voire même meilleurs que ce qu'on pourrait trouver dans des petites maisons ou moyennes maisons d'édition où les moyens sont plus restreints. Et je me suis dit que le spin-off, c'était vraiment mon occasion de le tenter, tout simplement parce que j'avais pas non plus envie de me lancer avec une grande série ou quoi que ce soit, parce qu'après, il y a la contrainte de devoir continuer de publier, même si ça ne nous plaît pas. Alors que l'avantage du spin-off, c'est que c'est un petit tome unique qui pouvait facilement se faire en auto-édition. Merci Gaïda. Pourquoi est-ce que, à la base, tu t'es lancée dans l'écriture d'un roman historique? Ça a été un peu un mélange de chance et de hasard. Parce que même si j'aime énormément l'histoire en tant que telle, et il y a plusieurs périodes historiques qui me fascinent, l'idée du roman de la réfugiée d'Islande, en fait, était plutôt venue du fait de voyager en fait dans le temps. Et c'est vrai que la période historique, les Highlands, je l'avais surtout prise parce que il y avait ce côté nature, sauvage, qu'on n'a plus maintenant de la même façon. Quand on a quelque chose de très sauvage, de pas encore tout contrôlé par l'homme, c'est là où on a un peu l'imaginaire qui revient au galop et qui nous permet d'imaginer qu'il peut y avoir plein de choses magiques et extraordinaires qui se passent. Donc, c'est vrai que, comme tu le dis, ça se prête relativement bien. Et c'était vraiment ce côté-là qui m'attirait. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers les Highlands entre à peu près l'an 800 et 1200, même si ça laisse une grande fenêtre. Pour d'autres romans que j'ai pu faire par la suite, par exemple, Psyché et la bête, même si le nom va être renommé plus tard, eh bien, c'était plutôt la Grèce antique. Et là, c'est juste parce que la mythologie grecque et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais c'est vrai que ce que je trouve plutôt intéressant, parce que j'ai jamais fait de l'historique pur et dur, on va dire, c'est mélanger les mythes un peu avec le réel, puis une forme de magie. Donc c'est vrai que même La réfugiée d'Highland en soi, c'est plus fantastico-historique ou historico-fantastique dans l'ordre que tu veux, qu'un roman historique tout simple. Lorsque tu as créé ton intrigue, tu viens de nous dire que tu t'étais tournée vers les Highlands pour ce côté nature et végétation, ce côté sauvage. Si demain, tu devais commencer un nouveau roman historique, qu'est-ce qui pourrait te motiver dans le choix de telle ou telle période? Ça serait plutôt une affinité, parce que j'ai un roman historique qui est un peu en train de dormir dans les fichiers de mon ordinateur depuis quelques années. On connaît tout ça, les fameux fichiers qui dorment pendant des années, donc voilà. Et c'est vrai que ça a été plus par affinité, tout simplement parce que je me souviens plus exactement encore de la période, mais c'était les Aztèques. Je pense que c'était à peu près au moment de l'intronisation du premier empereur aztèque, si mes souvenirs sont bons. Et je l'avais pris parce que, étant à moitié mexicaine, il y avait cette affinité pour la culture aztèque, les mythes, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton travail de recherche, tes sources, ta méthodologie, enfin tout ce qui fait ce travail en amont de l'écriture? Alors, pour le travail de pré-production de recherche, j'ai eu deux méthodes totalement différentes. Parce que pour la réfugiée d'Highland, en fait, j'étais plus partie du voyage dans le temps.
Et j'ai construit après le côté historique en me renseignant au fur et à mesure que j'écrivais par rapport aux besoins qui se faisaient ressentir. Rétrospectivement, ça n'a pas été de tout repos et j'aurais peut-être dû faire un peu plus de recherche en amont. Seulement que bon, j'avais 14 ans et la flemme de chercher. C'est très, très mal dit, mais c'est vrai que c'était comme ça. Et puis, mine de rien, j'ai trouvé que apprendre à chercher des sources, on l'a appris un peu plus tard dans le cursus scolaire. Donc, c'est vrai que je l'aurais probablement fait différemment si je l'avais fait maintenant. Et c'est pour ça que pour l'autre roman qui dort dans mon fichier depuis longtemps, j'ai fait des recherches d'abord sur tous les dieux aztèques, où j'ai fait une espèce de fiche de personnage, mais pour chaque dieu aztèque, à quoi il correspond, comment ils étaient représentés. J'ai téléchargé quelques, je crois qu'ils appellent ça des codex d'origine, entre guillemets, qu'on pouvait trouver sur Internet pour voir un petit peu comment ça se passait, des vidéos que j'ai pu trouver soit sur YouTube, soit sur d'autres sites pour voir un petit peu des reportages sur les périodes, enfin la période, les croyances, la vie quotidienne aussi, parce que des fois c'est sur les petits détails comme ça que ça coince un peu le plus, comment était leur vie quotidienne et puis comment faire pour que ce que nous on décrit dans le roman colle le plus à ça. J'ai utilisé aussi Internet parce que mine de rien, c'est le moyen le plus facile d'avoir accès à de l'information, mais ce qui m'embête un peu, c'est que des fois, on ne sait jamais à quel point l'information a été vérifiée, si on peut vraiment s'y fier, s'il n'y a pas quelqu'un qui a un petit peu mis sa sauce dans ce qui a été dit. Donc, Wikipédia, c'est à éviter totalement. Je pense qu'on peut trouver des liens vers d'autres sources sur Wikipédia parce qu'ils ont je ne sais pas comment ça s'appelle, mais à la fin, ils ont un texte source où tu as plusieurs liens qui te dirigent vers d'autres choses qui parlent du même sujet. Donc ça, c'est intéressant. Et puis pour se faire une idée globale, mais c'est vrai que sur Internet, malheureusement, il faut se méfier un petit peu. Donc je partirai plus sur des bouquins ou des reportages. Par rapport à tes recherches, quels sont les éléments qui, maintenant, te semblent vraiment indispensables à rechercher en amont de l'écriture? Ce que tu as pu tirer de ton expérience et des erreurs que toi, tu as pu faire. Bah déjà, c'est vrai que la vie quotidienne, on n'en parlera jamais assez, mais je suis restée traumatisée de ça tout simplement parce que ça a été là où le bas a blessé, entre guillemets, pour la RDH, enfin la réfugiée d'Ayan. Et donc, c'est vrai que je me suis totalement renseignée sur ça pour mes romans ensuite. Je me suis dit, je ne refais plus la même erreur. C'est vrai que tout ce qui est croyance, aussi les événements historiques, parce que une fois dans la planification d'une de mes histoires, je m'étais dit, tiens, ça pourrait se passer à tel moment. Puis je me suis rendu compte que à ce moment en question, je ne sais plus si c'était une grande bataille ou des conflits, etc. Et ça pouvait tout simplement pas coller, quoi. C'était ce que je voulais faire à mes personnages ne pouvait pas être fait si le pays était en guerre. Donc c'est vrai que c'est ce genre de petits détails auxquels il faut faire attention, mais après, en général, ça dépend de la thématique aussi, parce que si c'est une civilisation où, par exemple, la religion ou la place des dieux est très importante, bah, faire des recherches là-dessus. Mais si c'est plutôt une intrigue politique, bah, rechercher comment c'était organisé à ce moment-là. Donc c'est vrai que pour ce qui me concerne, c'est plus la vie quotidienne. Mais c'est un petit peu la difficulté lorsqu'on mêle histoire et fiction, non? Jusqu'où on veut coller à la réalité historique et jusqu'où on veut prendre des libertés, parce que malheureusement, des fois, les gens, ils se disent non, mais là, moi, j'aurais pas fait comme ça. Et le problème, c'est que c'est très libre à chacun de voir comment on aurait adapté, jusqu'à quel point on aurait suivi la réalité historique, jusqu'à quel point certaines libertés nous semblent bien prises. Seulement que c'est vraiment le jugement de valeur de chacun, donc c'est très compliqué et très critiquable aussi. Et donc toi, comment est-ce que tu as choisi ce dosage entre la fiction et le réel? Est-ce que ça t'est venu naturellement ou est-ce que tu as dû y réfléchir? Pour la réfugiée d'Island, je me suis un peu prise la tête sur ça, effectivement. Ça a été le grand casse-tête de l'histoire, parce qu'en soi, l'intrigue, je l'avais. Mais c'était le fait d'insérer des éléments de réalisme historique qui me posait problème. Parce que si l'intrigue était plus tournée sur le côté magique, c'est vrai que bah, si elle évolue dans une Écosse des Highlands, enfin, les Highlands écossais plutôt, c'est l'inverse, mais que l'héroïne ne rencontre à aucun moment soit la barrière des mœurs, des coutumes, ou doit s'adapter à comment vivait à cette époque alors qu'elle vient de notre époque, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc ça a été vraiment compliqué pour la réfugiée d'Islande de doser jusqu'à quel point je pouvais montrer un petit peu la réalité historique
et jusqu'où il fallait aussi que je me concentre sur l'intrigue pour la faire avancer. Il y en a qui ont bien aimé ce côté plus fantastique par moment, mais il y a d'autres personnes qui s'attendaient à un côté plus historique, donc qui n'ont pas forcément apprécié les choix que j'ai faits, et c'est pour ça que je disais que c'est parfois très... ça dépend des personnes. Quelqu'un qui veut vraiment... il y a une amie qui m'a dit les historiens puristes vont peut-être plus avoir du mal avec ce style parce qu'ils vont dire mais ça correspond pas exactement et au final c'était pas fait pour correspondre exactement. Donc c'est pour ça que dans mes autres romans, j'ai préféré prendre plus la part du fantastique avec une inspiration historique pour pouvoir la manipuler comme je voulais avec liberté, travailler les symboliques, ce genre de choses que je trouvais pas facile mais plus libre qui au final était beaucoup mieux accepté. C'était très rigolo. Selon toi, est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait qualifier d'idéal, entre guillemets bien entendu, de mêler histoire et fiction dans un roman historique? Un niveau qu'on pourrait dire minimal pour qualifier le roman de roman historique. C'est compliqué. Comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que ça dépend vraiment en fait des personnes. Je m'en suis rendu compte avec La réfugiée des Highlands parce que le roman est divisé en deux parties. La première partie est un peu plus historique. On voit comment elle arrive dans ce monde qu'elle ne connaît pas, à cette époque qu'elle ne connaît pas, et comment elle s'y adapte. Et la deuxième partie était plus tournée vers la résolution de l'intrigue qui était fantastique. Et il y a deux types de lecteurs qui se sont dégagés dans les retours que j'ai eus. C'est ceux qui ont adoré la première partie, qui ont beaucoup moins apprécié la deuxième parce qu'il n'y avait plus autant les côtés historiques, et ceux qui, au contraire, ont adoré la deuxième partie. Et la première partie, bon, c'était sympa, mais sans plus. Donc, c'est vrai que ça dépend vraiment des personnes, en fait. Mais c'est vrai que si on veut pouvoir le qualifier de roman historique, il faut quand même qu'il y ait minimum certains éléments qui fassent que ça s'implante bien dans un récit historique, parce qu'il y a aussi les romans qui s'inspirent de certaines civilisations, etc. Et puis on voit les petits clins d'œil, les petits rappels de ces civilisations, mais on sait que ça se passe pas à cet endroit-là ou à cette époque-là. Moi, en ce moment, je pars plutôt sur le mélange un peu plus fantastique historique, tout en gardant quand même l'empreinte historique. Mais c'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de minimum pour un roman, pour qu'un roman puisse être considéré comme historique, parce qu'en plus, en ce moment, il y a plein de nouvelles catégories, un petit peu, de sous-catégories dans l'historique et dans le fantastique, où ça se mélange un petit peu. Et puis, à la fin, il y a un peu de tout. C'est comme une échelle de teinte. Tu as différents gradients, et puis je pense que tu as différents degrés de fantastique et d'historique mélangés. Quelles difficultés as-tu rencontrées lors de l'écriture ou juste avec le côté historique? Pour le côté historique, je pense que je me suis suffisamment attardée sur les difficultés que j'ai rencontrées avec La réfugiée des Highlands. Je l'ai un peu moins eu avec L'Étoile des Highlands, tout simplement parce que l'intrigue est dès le départ centrée sur du fantastique. Donc même si on a les clans écossais, la terre écossaise et puis le système de l'herbe et de guerre entre clans, l'intrigue ici, elle est vraiment tournée sur le fantastique dans le sens où l'héroïne va faire une rencontre malencontreuse qui va me permettre d'ouvrir le champ sur une petite légende que j'ai trouvée intéressante, qui était des berserkers. Je le prononce pas forcément très bien. Et il y en a d'autres, c'est des loups. Alors, je préfère pas me lancer sur la prononciation du terme. Je suis vraiment désolée, mais c'est une catastrophe. Déjà, à l'écrit, des fois, j'ai un doute sur le placement du H, donc je préfère pas le faire à l'oral, sinon je vais massacrer le mot. Et donc, c'est vrai que comme ça se centre sur cette intrigue-là, le côté historique, il vient, mais c'est plus une toile de fond. Donc, ça a été moins compliqué que pour La réfugiée des Highlands. Après, en général, dans l'histoire, ce qui me pose problème, et d'après mes BL, c'est plutôt la résolution du conflit qui, à leur goût, était trop rapide. Et donc, là, ça va faire 9 mois que je suis coincée sur ce chapitre à me demander comment je peux le rallonger sans que ça soit juste pour combler les trous, parce que ça, c'est aussi un des grands soucis qu'on peut rencontrer, c'est essayer de rendre une résolution moins rapide, seulement qu'en le faisant, ça fait comme boucher les trous un petit peu, et ça fait pas naturel, ça fait pas bien, ça coupe le rythme du récit. Donc là, ça et l'épilogue, ce sont mes grandes difficultés en ce moment. Pour clore cet entretien, j'aimerais beaucoup savoir quels sont les conseils que tu pourrais donner à des auteurs qui voudraient se lancer dans l'écriture historique. Des choses que tu aurais bien aimé recevoir, toi, à l'époque où tu as commencé. Premièrement, faire des recherches.
parce que je pense que s'il y a une erreur de laquelle j'ai appris, c'est qu'il faut faire des recherches quand on veut se lancer dans un roman historique. Je pense qu'il faut aussi se retirer cette idée que déjà on ne peut pas écrire un roman parce qu'on n'en a jamais écrit, c'est pas vrai. Enfin, je pense que si j'avais dit à la moi il y a quelques années que j'aurais fini plusieurs romans et que j'en aurais même publié un, je me serais dit non. J'arrive à peine au chapitre 2 et j'arrête déjà, donc non. Donc c'est vrai qu'il faut, je pense que la première chose aussi, c'est vraiment se retirer cette idée qu'on ne peut pas faire quelque chose et plutôt partir avec l'idée que, bah, écoutez, pourquoi pas, on peut tout tenter. Pour ce qui est des recherches aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que les recherches pré-écriture d'un roman, c'est quelque chose d'assez fastidieux ou de pas très rigolo, un peu ennuyant parfois. Alors qu'en réalité, je pense que c'est le moment où je m'amuse le plus. Parce que c'est là où on découvre toutes les petites bizarreries, les petits trucs d'une civilisation, d'une culture, de peu importe ce sur quoi on veut écrire. Et c'est vraiment très rigolo au final. Enfin, après, c'est comme on dit, c'est chacun a son jugement de valeur. Mais je pense que se dire que les recherches, ça peut être quelque chose d'intéressant et d'amusant, ça peut aussi retirer cette lourdeur à l'idée de se dire non mais si je fais un roman historique, il faut que je fasse des recherches avec ça va pas être intéressant ou sinon comment, par où chercher. Donc ça c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de trouver les sources, mais si on n'a vraiment aucune idée, moi je sais que à plusieurs reprises je suis allée voir les gentils libraires pour leur demander des recommandations. Ou sinon si vous connaissez des amis ou des personnes de votre entourage qui sont orientés dans un parcours historique, parce que moi je sais que j'avais une prof d'histoire qui était vraiment géniale et à chaque fois que je lui demandais des références pour un sujet, elle me disait oui, je te fais une petite liste la semaine prochaine et puis ça peut aider. Vraiment, donc si jamais il y a quelqu'un que vous connaissez qui peut vous aider, parce que des fois, on n'a pas l'habitude non plus de chercher des sources. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et sinon, juste s'amuser. Enfin, vraiment, c'est tout bête dit comme ça. Et ça fait très cliché, mais le moment où le roman devient un fardeau, c'est pas sur la bonne piste, on va dire. Merci Gaïda, merci pour ton temps et merci pour les réponses que tu nous as données. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime ou un commentaire et à vous abonner à ce compte pour plus de contenu. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram sous le nom de toyjessie.books, les liens en description, afin d'être tenu informé de toute mon avancée en tant qu'auteur et en tant que chroniqueuse. À la prochaine!